Bien, on va pouvoir reprendre en nombre pléthorique. Monsieur Sabatou, vous aviez l'amendement 140 que vous pouvez présenter immédiatement. Oui, merci Monsieur le Président. Il me semble que c'était un amendement de repli par rapport aux discussions que nous avons eues avant la pause, où on élargissait à 24 heures, et je vais dire défendu. C'est gentil. Merci. Et Madame la rapporteure, vous avez la parole. Oui, alors voilà, je ne vous ferai pas l'offense de répéter ce que j'ai d'ores et déjà dit, et donc l'avis est défavorable. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Contre? Rejeté. Amendement suivant, amendement de précision de Madame la rapporteure. Qui vote pour? Contre? Adopté. Le 49 n'est pas défendu. Le 64... Allez-y, monsieur Houssin. Alors, il s'agit de... C'est un moment de mon collègue Gillet. Il s'agit de permettre les fouilles intégrales lorsque elles sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisants pour la surveillance douanière. Alors, est-ce que le 106 est défendu? Non, il ne l'est pas. Donc, votre avis, Madame la rapporteure? Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Houssin, en fait, rétablir les fouilles intégrales contreviendrait en fait à la jurisprudence de la Cour de cassation, et donc ça risque vraiment de fragiliser le dispositif. Donc, ce sera un avis défavorable. Bien, je le mets donc aux voix. Qui vote pour? Contre? Il est rejeté. Le 31, qui le défend? Allez-y. Oui. C'est moi, pardon. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'article 60-6 ne prévoit rien en cas de refus de la personne de se soumettre à un dépistage. Il est donc nécessaire d'envisager cette hypothèse en reprenant le dispositif prévu à l'article 60 bis en cas de refus d'une personne contre laquelle existent des indices sérieux laissant présumer qu'elle transporte de la drogue dissimulée dans son organisme, de se soumettre à un test de dépistage. Je vous remercie. Monsieur Houssin, 94 en discussion commune. Oui, alors il s'agit d'un amendement concernant les tests de stupéfiants afin d'éviter en fait la nécessité d'un consentement écrit de la personne concernée. On va prendre un autre exemple, par exemple, qui est celui d'un contrôle routier où les personnes doivent souffler dans le ballon. Bien évidemment, si on leur demandait un avis écrit, est-ce que vous êtes favorable ou non à souffler dans le ballon, on aurait probablement énormément de gens qui refuseraient, alors même qu'à l'heure actuelle, les gens peuvent, s'ils le veulent, refuser de souffler dans le ballon. Donc il s'agit d'avoir à peu près quelque chose d'équivalent, qu'on remplace le consentement écrit par un consentement exprès. Et donc, Monsieur Di Filippo ne défendant pas son amendement. Monsieur Taverne. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Bon, cet amendement propose de supprimer l'obligation de consentement écrit lors d'un dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Je pense que par rapport surtout à l'actualité d'aujourd'hui, je pense que ce serait quand même malvenu qu'il y ait un consentement écrit. Monsieur Houssin, vous avez un autre amendement, le 93. Oui, qui est en quelque sorte un amendement de repli, Monsieur le Président. Il s'agit de garder potentiellement trace écrite d'une éventuelle opposition, mais d'inverser quelque peu les rôles. C'est-à-dire qu'on ne présente pas à la personne qui est contrôlée le fait que si elle le souhaite seulement, elle sera contrôlée, mais seulement si elle manifeste la volonté de ne pas être contrôlée. Bien entendu, on ne la contrôle pas, on l'écrit dans le texte. La personne ne peut être contrainte au contrôle, et en cas d'opposition de sa part, il en est fait mention dans un procès verbal. Et l'amendement de Monsieur Léaumont n'est pas défendu, de sorte que je demande vos avis, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc, en fait, il s'agit de passer outre l'exigence du consentement avec des modalités diverses en fonction des amendements, ou au contraire, tendent à renforcer cette exigence. Alors, sur les amendements qui suppriment ou qui aménagent à la baisse l'exigence du consentement, en fait, si l'article 60 bis du Code des douanes non modifié permet de passer outre, finalement, le refus d'un dépistage par une décision judiciaire, il prévoit tout de même le principe du consentement. Et surtout, en fait, il vient s'appliquer en cas d'indice sérieux de transport de drogue. Ici, en fait, on est dans le cadre d'un simple droit de visite, et en plus potentiellement sans soupçon préalable. Donc le consentement, il doit être prévu, il doit être écrit, et il ne peut pas être outrepassé. Et la situation, en fait, n'a rien à voir avec les infractions routières ou investigations judiciaires, où interviennent à ce moment-là les OPJ et les APJ.
Si en revanche, les agents ont des indices sérieux, alors ils ne mettront en œuvre l'article 60 bis, mais les situations visées à ce moment-là sont différentes et doivent donc avoir des règles distinctes. Donc ce sera un avis défavorable. Monsieur Léaumont. Merci Monsieur le Président. J'ai malheureusement pas pu défendre l'amendement 50 ayant un tout petit peu de retard, mais l'idée était qu'en plus du fait que le consentement soit écrit, on voulait qu'il soit éclairé, c'est-à-dire que la personne soit bien en capacité de comprendre ce dont il s'agit, et il y avait notamment la question de la langue qui pouvait se poser. Quoi ? Ça vous fait rire ? Qui puisse se poser parce que si on veut que les gens puissent avoir un consentement éclairé, un consentement écrit, pardon, il faut de fait qu'il soit aussi éclairé et donc que les gens comprennent ce dont il s'agit. Monsieur Houssin. Ça pose quand même une question, parce que du coup, une personne qui est manifestement droguée, est-ce qu'elle a un consentement éclairé ? C'est quand même problématique. Quoi. Bien. On va donc passer au vote. Le 31 qui vote pour, contre, rejeté. Le 94 qui vote pour, contre, rejeté. Le 20 qui vote pour, contre, rejeté également. Et enfin le 93 qui vote pour, contre, rejeté. Le 153 est un amendement rédactionnel de Madame la rapporteure qui vote pour, contre, adopté. Le 154 est un rédactionnel également, je considère que c'est le même vote. Le 52, Monsieur Léaumont. Allez-y. Celui-ci, je sais plus ce que c'est. Ouais, Il est défendu. Il est défendu. Madame la rapporteure. Ah oui, non, si. Non, c'est bon, allez, il répondra après. D'accord. Donc en fait, le texte impose que les fouilles individuelles soient réalisées à l'abri des regards, sauf impossibilité pratique. Et donc vous supprimez cette dérogation ciblée et limitée en faisant référence aux examens de dépistage et aux palpations. Mais il y a aussi les fouilles, notamment celles des bagages et des vêtements qui sont concernés. Or, il peut arriver dans certains cas de ne pas pouvoir le faire à l'abri des regards, mais cette dérogation n'est qu'une soupape limitée. Le principe, je le répète, est bien de le faire à l'abri des regards. J'ajoute que cette dérogation, elle existe déjà pour les palpations, à l'article R 434-16 du Code de la sécurité intérieure. Et donc, en tout état de cause, le respect de la dignité expressément mentionné ne souffre, lui, d'aucune dérogation. Donc, pour ces raisons, ce sera un avis défavorable. Monsieur Léaumont. Oui, pour le défendre un peu plus correctement, vu que j'étais en train de chercher où il était. Effectivement, l'idée, c'est que quand on détermine des principes, mais ça, on a déjà eu le débat en commission des lois à plusieurs reprises. Quand on détermine des principes, si on détermine des dérogations aux principes, alors les principes ne valent nulle part. Là, en l'occurrence, il s'agit du fait de faire des fouilles à l'abri du public. Bon, si on dit que la dignité des personnes exige le fait qu'il faille faire des fouilles à l'abri du public, et qu'on dit en même temps, bon, bah, si jamais c'est pas possible, c'est pas grave, faisons des fouilles devant tout le monde, alors le principe ne vaut rien. Je veux dire, même si c'est une exception dans un cas particulier, parce qu'il n'y aurait pas la possibilité, nani nana, bah, du coup, votre principe ne vaut rien. Soit vous considérez que la dignité exige le fait qu'on respecte toujours la dignité, soit vous dites c'est pas grave, et à ce moment-là, autant pas mettre le principe. Parce que si jamais on peut ne pas respecter un principe, alors on est en dehors. C'est le problème des principes, ils sont absolus. C'est ça le sujet qui nous est demandé de débattre. Donc, moi je pense que, encore une fois, si vous voulez que le Conseil constitutionnel valide la loi et ne la censure pas, chaque élément qui permet qu'on garantisse des principes qui sont le respect des droits humains, même si ça saoule apparemment nos collègues du Rassemblement national de parler des droits humains, et ben chaque fois qu'on permet de respecter les droits humains, on sera dans le cadre qui nous est imposé, en l'occurrence par le Conseil constitutionnel. Bien, donc à partir de là, on va pouvoir voter sur l'amendement 52 de Monsieur Léaumont qui vote pour, contre, rejeté. Le 108 n'est pas défendu. Le 84, Monsieur Vico. Oui, rapidement, Monsieur le Président. Il s'agit de reprendre un principe qui a été posé par la Cour de cassation sur le pouvoir général d'audition de la personne concernée par la visite. La Cour de cassation l'a posé, ça a été rappelé par le Conseil constitutionnel
dans son commentaire de la fameuse décision sur l'article 60. Et ainsi, la Cour de cassation a admis que les agents des douanes peuvent, à l'occasion de l'exercice de leur droit de visite, recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, tout en jugeant qu'ils ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition de la personne contrôlée. Et par conséquent, nous demandons simplement de se conformer à la Cour de cassation et d'insérer la phrase suivante: les agents des douanes ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition de la personne concernée par la visite. Madame la rapporteure. Je vous remercie, Monsieur le Président. En fait, votre amendement, il est totalement satisfait. Vous l'avez rappelé vous-même par la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc, c'est l'arrêt du 13 juin 2019 et celui du 18 mars 2020. Et donc, l'article 60-9, puisque cet article, il encadre précisément les hypothèses de recueil de déclarations dans le cadre de la visite, et il renvoie lui-même à l'article 67 F sur les auditions libres, en fait, pour le reste. Donc, il n'y a pas, les agents des douanes, ils n'ont pas, ils ne disposeront pas d'un pouvoir général d'audition. Et en fait, s'ils veulent pouvoir auditionner la personne, ils doivent passer soit par l'audition libre ou la retenue. Mais là, c'est-à-dire hors du cadre du droit de visite. Donc, voilà, ce serait une demande de retrait, chers collègues. Monsieur Vico. Il est retiré. Monsieur Lomont, le 55. Madame Martin. Alors, je vais le défendre. Dans un contexte de cette Assemblée nationale où on entend tant et tant de mots anglais, là, on va pouvoir faire valoir de la force et de la finesse de la langue française. Donc, on propose de retirer le mot « ordonné » pour le remplacer par le mot « organisé », dans la mesure où les agents de douane n'ont pas de pouvoir coercitif, en tout cas, certainement pas sur le mode d'un magistrat ou d'un officier de police judiciaire. Voilà les raisons pour lesquelles nous faisons cet amendement, et encore une fois, pour pouvoir apprécier ensemble la force et la finesse de la langue française. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, en fait, le transfert dont on parle là, dans cet article-là, il ne relève pas de la police judiciaire. Et d'ailleurs, c'est déjà possible dans le cadre de la visite d'un navire où les agents des douanes peuvent ordonner le déroutement du navire. Donc, il s'agit simplement de déplacer la marchandise ou le véhicule dans un endroit approprié, par exemple, pour rechercher des caches. Donc, au demeurant, la notion d'organisation du transfert. Alors, on a parlé beaucoup de flou, et en disant s'il y a du flou, il y a un loup. Là, vous soulèveriez un loup, puisque finalement, comment est-ce que ce sera organisé, selon quelle modalité, et puis qui sera en capacité de le mettre en œuvre. Donc, c'est un avis défavorable. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Contre? Il est rejeté. L'amendement 74 n'est pas défendu. Le suivant est un rédactionnel de la rapporteure. Qui vote pour? Contre, il est adopté. Même vote pour le 156 qui corrige les erreurs de référence. Pour, contre, adopté. L'article 2, qui vote pour? Contre, il est adopté. Après l'article 2, amendement 109, pas défendu. 110, pas défendu non plus. Passons donc à l'article 3, avec un rédactionnel de Madame la rapporteure. Le 157 qui vote pour, contre, adopté. 158 rédactionnel également, même vote. L'article 3 qui vote pour, contre, adopté. L'article 4, le 111 n'est pas défendu. Le 17, Monsieur Sabatou. Vous avez le micro, ça y est. Merci Monsieur le Président. Il s'agit de compléter cet article pour permettre aux agents des douanes de procéder au transfert des personnes interpellées. Donc, Madame la rapporteure, il me semble que c'est un manque de ce texte et qu'il était possible de le faire jusqu'à présent, mais j'attends votre avis. Madame la rapporteure. Je vous remercie. Donc, la remise à OPJ de la personne interpellée ne signifie pas attendre en fait que l'OPJ arrive sur place. En général, c'est la personne qui est conduite à l'OPJ et pas l'inverse. Donc ça, je vous renvoie à la lettre de l'article 73 du Code de procédure pénale, et que cet article, en fait, 4 vient assouplir, mais pour les douanes. Donc votre amendement, en fait, est satisfait à ce stade. Je vous remercie. Défendu.
Je vous propose de passer au vote sur l'article 4. Qui vote pour? Qui vote contre? L'article 4 est adopté. L'article 5 ne fait pas l'objet d'amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Et on en vient directement à l'article 8, puisque nous ne sommes pas saisis des 6 et 7. Monsieur Vico, pour le 85. Oui, oui, Monsieur le Président. La faculté offerte aux agents des douanes d'équiper les lieux et les moyens de transport utilisés dans le cadre de la commission des délits douaniers les plus graves, de dispositifs techniques de sonorisation, de captation des images à l'intérieur d'un véhicule, d'un conteneur ou d'un entrepôt, complète les procédures spéciales d'enquête douanière déjà prévues dans le Code des douanes. Et donc, afin de respecter les limites posées par le Conseil constitutionnel dans ses précédentes décisions concernant les conditions du recours à ces techniques, le présent amendement prévoit que de tels dispositifs ne peuvent être mis en œuvre que par des agents spécialement habilités et ayant suivi une formation spécifique. Et donc, nous proposons, après, à l'alinéa 2, d'insérer les conditions fixées par le décret et surtout la mention spécialement formée. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, l'étude d'impact qui est annexée au projet de loi précise bien qu'il s'agit d'ouvrir la sonorisation et la captation d'images aux agents de la DNRD formés et habilités par le ministre chargé des douanes. Je suis donc favorable à cette précision. C'est donc un avis favorable sur cet amendement. Avis favorable. Qui vote pour? Contre? Il est adopté. Le 86, Monsieur Vico. Alors, le 86, eh bien, Monsieur le Président, j'ai envie de vous dire qu'il est défendu, en fait. Très bien. Madame la rapporteure. Donc en fait, vous proposez d'inscrire, vous inquiétez pas, je vais faire les explications. Vous proposez d'inscrire directement à l'article le régime applicable, c'est ça dont vous parliez, aux sonorisations et captations sonores réalisées par les agents de la DNRD. Voilà, et donc le choix a été fait de renvoyer directement aux dispositions du Code de procédure pénale qui ont déjà fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité afin d'en garantir la proportionnalité. Alors, je note d'ailleurs que le Conseil d'État relevait dans son avis, vous l'avez certainement lu, chers collègues, que le renvoi ainsi opéré par le projet de loi aux règles du Code de procédure pénale est de nature à garantir que les restrictions appropriées au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ne revêtent pas un caractère disproportionné. Par ailleurs, vous le savez, le Sénat aussi a validé ce choix. Et puis, j'ai pas eu d'éléments pendant mes auditions qui ont été de nature à alimenter votre la difficulté, en tout cas en termes de lisibilité. Donc, ce sera un avis défavorable. Je vous remercie. Moi, j'ajoute qu'il y a une particularité pour conserver les opérations qui sont menées par la DNRED au Code de procédure pénale, c'est que la DNRED est un service de renseignement et donc que les exigences qui pèsent sur elle doivent figurer au Code de procédure pénale pour les actions qu'elle mène à cet effet et aux fins de finalité du renseignement. Voilà. Je mets aux voix l'amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Article 8, qui vote pour? Contre? Adopté. Le 8 bis, un amendement rédactionnel de la rapporteure. Qui vote pour? Contre? Adopté. Qui vote pour l'article 8 bis? Il est adopté. Par contre, contre? Il est adopté. La majorité est en flagrante. Mais... Madame la rapporteure, vous avez un amendement rédactionnel 159 sur l'article 11 auquel nous sommes venus. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Contre? Adopté. Monsieur Houssin, le 96 en discussion commune. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit en fait d'allonger la durée de conservation des données dans le cadre de l'expérimentation et de les allonger à 1 an. En fait, c'est pour permettre à l'expérimentation d'avoir plus de recul sur la durée, je dirais, optimale d'utilisation des données. Donc, il ne s'agit pas de fixer 1 an, mais de pouvoir avoir une durée d'1 an pour pouvoir ensuite définir quelle est la durée optimale. Est-ce que c'est 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois et trouver cette durée optimale. Vous pouvez poursuivre avec votre amendement 97. Oui, tout à fait, pardon. Le 97, c'est l'amendement de repli du 96. Il s'agit simplement de fixer le délai à 6 mois au lieu de 1 an. Monsieur Sabatou, vous pouvez défendre l'amendement de Mme Lelouis, le 33 qui suit. Il est défendu. Le 59, Monsieur Léaumont. Écoutez, on va être dans la logique exactement inverse. Nous, on est plutôt pour une limitation de la conservation de ces données, sachant que en soi, on n'a pas forcément de problème avec l'utilisation de cet outil l'API, vu que par ailleurs les douaniers nous disent que c'est un outil qui peut être utile.
On a juste un problème dans la dimension, c'est-à-dire on souhaite que les recommandations de la CNIL soient respectées, à savoir que si jamais des visages apparaissent, ils soient floutés, et que donc la durée soit limitée. D'autant plus qu'il s'agit d'une expérimentation. Donc autant dans l'expérimentation, mettre une durée réduite de manière à la fois garantir au maximum les droits, parce que mine de rien, se faire prendre en photo la voiture, c'est quand même assez intrusif. Et ça permet d'avoir des informations assez importantes sur les déplacements des gens, d'autant qu'une voiture est potentiellement rattachable à un propriétaire de voiture. Néanmoins, j'entends les explications qui nous ont été fournies tout à l'heure par le ministre, également ou par vous d'ailleurs, je ne sais plus, mais qui nous avait dit que ça permettait de vérifier qu'il y avait deux véhicules, et on sait que les GoFast fonctionnent comme ça, deux véhicules qui se retrouvaient fréquemment à des endroits différents, pouvant laisser penser qu'il y avait effectivement un usage qui est fait et qui est illégal de ces véhicules. Donc nous, on est pour, en général, quand on fait des expérimentations, les faire avec la durée la plus réduite, mais qui permet quand même d'expérimenter correctement les choses. Madame la rapporteure. Merci. Alors, Vas-y. Oui, c'était... Alors, donc là, on est dans une discussion commune avec des amendements qui proposent de rallonger ou des amendements qui proposent de réduire. Alors, en fait, vous le savez, aujourd'hui, le délai de conservation, c'est 15 jours, sauf s'il y a eu, excusez-moi pour l'anglicisme, mais un hit qui permet à ce moment-là d'aller jusqu'à 1 mois. Et en fait, l'administration douanière, vous l'avez dit, vous êtes tous d'accord sur l'expérimentation, en tout cas le principe, il s'agit de pouvoir déterminer, en fait, dans le cadre de cette expérimentation, si la conservation pendant un temps plus long qu'actuellement, finalement, est utile. Donc, je précise bien le cadre de l'expérimentation. La CNIL, je tiens à le dire, a été saisie par le gouvernement et elle s'est prononcée, peut-être vous l'avez consultée, dans un avis du 23 mars 2023. Et sans remettre en cause finalement le traitement, elle a proposé d'expérimenter des délais différents de conservation qui vont de 2 à 4 mois. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas au-delà de ce qui a été proposé par les amendements. Donc le Sénat, en fait, prenant acte de l'avis de la CNIL, a souhaité insérer à l'article cette évolution, en fait. Et donc la rédaction telle qu'elle est précisée à l'heure actuelle, elle vise bien à expérimenter des délais de conservation entre 2 et 4 mois. Et en fait, le but, c'est d'évaluer la pertinence. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse finalement trouver un atterrissage de compromis avec nos collègues sénateurs et qui permet aussi de prendre en considération le fait que certains souhaitent l'allonger, certains souhaitent la diminuer. Et ça nous permet de garantir finalement juridiquement une construction solide et qui soit relativement aussi efficace. Donc, c'est un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Ouais, très rapidement, déjà en passant de 15 jours à 2 mois, on est sur une multiplication par 4 de la durée. Là, en passant à 4, vous êtes sur une augmentation de la durée qui est encore plus forte. Nous, ce qu'on essaye de faire, mais c'est notre logique à chaque fois, ce qu'on essaye de faire, c'est quand on fait des expérimentations, par la force des choses, vous faites une expérimentation, il faut la faire en garantissant au maximum les droits. Et en l'occurrence, le fait d'être filmé, d'avoir des photos de son véhicule, etc., ok, même si on n'a rien à se reprocher, etc., ce qui est souvent l'argument qui nous est opposé, c'est quand même une violation de sa vie privée. Et nous, on est en général pas tout à fait favorable à ça, et je pense que normalement les gens devraient être assez raccord avec cet avis-là. Mais... Monsieur Houssin et Monsieur Latombe. Oui, simplement une question. Vous nous dites que la CNIL nous a donné un avis et qu'elle nous a proposé 4 mois, mais donc elle ne nous l'a pas imposé. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien aller au-delà sans véritable risque. Et moi, je pense que finalement, qui peut le plus, peut le moins. Et là, on n'est pas dans le cadre d'une véritable loi, on est juste dans le cadre d'une expérimentation. Donc, tant qu'à expérimenter, autant expérimenter plus largement. Et avec notre expérimentation, on pourra savoir quel est le délai optimal. Et enfin, Monsieur Latombe. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un article qui est certainement, à mon sens, le plus problématique. À la fois parce qu'il doit allier l'efficacité du dispositif, vision des douanes, et la protection impérative de la vie privée de nos concitoyens. Avec aujourd'hui, et je vais m'exprimer à titre personnel et pas au nom du groupe démocrate,
aujourd'hui, passer à 4 mois, c'est effectivement multiplier par 8 le délai actuel de conservation qui est de 15 jours, sauf s'il y a un rapprochement positif, ou auquel cas, c'est porté à 1 mois. Et là, on est vraiment dans une capacité d'expérimentation qui multiplie par 8 ou par 4 les durées de conservation. Et qui, dans un certain nombre de cas, quand il n'y a pas d'exploitation, parce qu'il n'y a pas eu de hit, on va quand même porter une atteinte relativement importante à la vie privée de nos concitoyens, parce que pendant ces 4 mois, on a une traçabilité assez importante de la circulation du véhicule. Ce que nous dit la CNIL, c'est de dire, dans son avis, elle ne dit pas que c'est 4 mois le délai. Elle prend acte que dans le projet du gouvernement, c'est 4 mois. Et elle dit il serait bon que l'expérimentation aille crescendo de 2, éventuellement 4 mois, en expliquant à chaque fois et à chaque palier pourquoi on a besoin d'un peu plus de temps et en justifiant, en expliquant les choses pour qu'on ait un retour d'expérience. Le vrai problème, et c'est à faire le lien avec les amendements, notamment de celui de M. Breton, et c'est pour ça que j'en ai pas déposé, je voulais qu'on ait cette discussion-là, c'est que même si c'est une expérimentation, il faut qu'on ait cette balance article 34 qui se fasse dans le cadre de cette expérimentation entre la vie privée et l'efficacité. Et donc, il pourrait être admissible d'aller jusqu'à 4, peut-être pas jusqu'à 6, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est d'ailleurs en dehors du champ du droit commun de nos pays européens. Les pays européens vont jusqu'à 2 maximum, 2 mois maximum. Bon, mais à ce moment-là, il faudrait qu'on l'équilibre sur le fait de savoir si on doit anonymiser, soit par floutage, soit par destruction des images qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas exploitées. C'est cette balance qu'il faut qu'on arrive à trouver, parce que je crains que, en l'état actuel des choses, simplement renvoyer à un décret avec une AIPD, une étude préalable, ne soit pas suffisant pour répondre véritablement à notre objectif de l'article 34 de la Constitution, qui, chez les députés, est celui qui doit nous guider. Merci. Alors, le 96, qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Le 97, c'est identique. Qui vote pour? Contre? Rejeté. Et enfin, le 459, qui vote pour? Contre? Également rejeté. On passe donc au 143 de la rapporteure, qui est un rédactionnel. Qui vote pour? Contre? Adopté. Le 99, Monsieur Houssin. Et alors pour le coup, c'est un amendement qui est vraiment un amendement d'appel sur le sujet des lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation. On va utiliser les images dans le contexte d'éventuelles infractions liées à la contrebande. Et cet amendement, il vise à s'interroger, est-ce qu'il ne faut pas se permettre, dans le cadre de l'expérimentation, l'utilisation de la photographie des occupants de véhicules uniquement dans ce cadre? Parce que ces photographies, finalement, elles constituent des éléments de preuve. Peut-être que dans le cadre de l'expérimentation, on va constater des délits qui peuvent être graves, et on aura quand même l'information à disposition. Alors, est-ce qu'on doit vraiment totalement s'interdire de l'exploiter? Madame la rapporteure. Oui, alors, du coup, c'est vrai que on a tout à l'heure discuté de la durée de conservation, et là, c'est plutôt sur la partie, effectivement, exploitation, et notamment ce qui fait l'objet de nombreuses discussions sur, finalement, la photographie des occupants. Et c'est vrai que... en pratique, ce qui nous a été indiqué, c'est que les photos, la façon dont elles sont prises, en fait, elles sont souvent à l'arrière des véhicules, rarement à l'avant. Et en fait, lorsque le LAPI prend des photos à l'avant, la qualité de la caméra ou la réverbération du pare-brise fait que voilà, on n'est pas en capacité d'identifier. Et de toute façon, c'est pas ce qui est en plus recherché avec les LAPI. Donc, la question du floutage qui sera abordée plus tard, j'y reviendrai, mais à ce stade, elle paraît pas forcément nécessaire, mais je développerai plus. On le sait, hein, la rédaction actuelle, de toute façon, elle interdit la reconnaissance faciale et le traitement de l'image des passagers. Et c'est ce que, d'ailleurs, le Conseil d'État a relevé sans ambiguïté, hein, je tiens à vraiment le préciser, sans qu'il soit nécessaire, là aussi, de renforcer ça avec une obligation de floutage. La loi permet néanmoins de bien recourir au floutage, sans l'imposer, mais quand ça se l'avère utile. Et finalement, l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel, ainsi que l'avis de la CNIL, qui viendra, permettront, in fine, en fait, une fois que l'expérimentation sera faite, de déterminer si le dispositif technique est nécessaire. La CNIL, elle sera à ce moment-là amenée à se prononcer à ce sujet,
à la lueur finalement de l'expérimentation. Donc c'est compliqué d'ores et déjà de figer les choses maintenant dans l'expérimentation, sachant que ce qu'on recherche, c'est de savoir si effectivement cette expérimentation est utile et intéressante. Voilà, donc c'est un avis défavorable et puis je développerai un peu plus sur les amendements qui viendront. Monsieur Leman. C'est étonnant parce que vraiment sur chaque point, on a des avis qui sont opposés, diamétralement opposés. Enfin, c'est pas si étonnant que ça. Nous avons une logique qui est celle de garantir les droits et de partir de la garantie des droits pour ensuite aller vers le cas général et à partir de quelque chose qui garantit les droits, ensuite quelque chose qui garantit les moyens d'action. En fait, on nous dit l'inverse. On nous dit tous les moyens d'action et le respect des droits humains, bon, finalement, c'est pas si grave. Là, en l'occurrence, on est précisément dans le sujet que j'évoquais au tout début de mon intervention liminaire en disant il y a un risque qu'on entre dans une dérive technologisante, d'ailleurs qui est rejointe par M. Latombe. C'est assez surprenant, souvent on n'est pas d'accord avec M. Latombe, mais là j'ai des points d'accord avec M. Latombe sur le risque qu'il peut y avoir pour ce qui concerne les droits. À l'heure actuelle, on nous dit c'est pas grave, le dispositif LAPI qui filme les véhicules ne permet pas d'identifier les visages parce qu'il y a un reflet, parce que c'est pas d'une grande qualité, et tout ça permet juste d'identifier les plaques. Bon, ok, pourquoi pas, c'est ce qu'on nous dit pour l'instant. Mais, et on le proposera dans l'amendement suivant, nous on est pour aller au maximum en disant si jamais d'aventure un visage était identifiable, il faudrait qu'il soit flouté. Donc on a déposé un amendement pour défendre cette idée-là. Mais je vous alerte sur un point, collègues, parce que loi après loi, si on les met tout ensemble, au Sénat en ce moment, ils sont en train de décider du fait qu'on fait de la reconnaissance faciale. Alors, ok, l'API, c'est pas possible de faire de la reconnaissance faciale pour l'instant, mais si à un moment donné on dit tiens, en fait, on améliore les caméras et à la fin, on n'a pas garanti le fait qu'on faisait pas de la reconnaissance faciale, du coup, c'est la surveillance généralisée partout tout le temps. Et ça, normalement, moi, c'est un truc qui m'inquiète quand même, c'est que normalement, même les libéraux et surtout les libéraux sont des gens qui font en sorte de garantir les libertés individuelles. Et je m'inquiète du fait que désormais, même les libéraux sont dans une dérive technologisante qui ne garantit plus les libertés individuelles. On va passer au vote sur cet amendement 99 qui va être pour, contre, il est rejeté. Amendement suivant, le 41 n'est pas défendu. Le 58, Monsieur Leman. Madame Martin. Allez-y, Madame Martin, allumez votre micro. Ça participe du même esprit avec un flou systématique des visages. On a quand même un vrai problème là. On dit que le dispositif LAPI est quelque chose qui permet d'identifier un certain nombre de plaques d'immatriculation de véhicules et éventuellement d'observer leur récurrence. C'est à ça que ça sert. Et seulement à ça. Ça ne peut pas être utilisé à d'autres fins que celle-ci. Alors là, pour le coup, je pense qu'on peut le dire avec certitude. Donc le fait, d'une façon systématique, de flouter les visages, outre que ça garantit évidemment, enfin que ça respecte le droit à la vie privée de chacun, ça lève toute ambiguïté sur une autre utilisation de ce fameux dispositif LAPI à d'autres usages que relever des plaques d'immatriculation et encore une fois, par exemple, observer leur récurrence. Madame la rapporteure. Alors, juste, en fait, parce que l'article 11, si vous lisez l'alinéa 5 et l'alinéa 15, voilà, c'est dit même 2 fois dans l'article que toute exploitation de photographie des occupants des véhicules ne peut être faite. Après, dans l'expérimentation et avec l'avis de la CNIL, peut-être qu'effectivement la CNIL, dans son avis, dira le floutage doit être systématique pour tous les visages des occupants. Mais la CNIL, peut-être, je ne suis pas la CNIL, dira finalement, c'est dans la dimension de la photographie, eh bien on a la plaque d'immatriculation et la calandre pour bien vérifier que la plaque correspond au véhicule en question. Donc à ce stade, si vous voulez, l'interdiction, elle est générale, pas d'exploitation de la photographie des passagers. Et c'est finalement dans l'exercice de cette expérimentation qu'on viendra affiner
et garantir effectivement que l'exploitation des photographies n'est pas faite. Donc ce sera un avis défavorable pour votre amendement. Monsieur Latombe. Oui, à nouveau, je m'exprimerai à titre personnel, je n'engage pas le groupe démocrate sur le sujet, mais moi, quand je lis le considérant 14 de l'avis de la CNIL considère que les parties de photographie montrant les occupants des véhicules qui ne seront pas exploités dans le cadre de l'expérimentation devraient être supprimées ou floutées dès que possible, conformément au principe de minimisation des données. C'est le principe de base du RGPD. Ce que dit la CNIL, c'est qu'elle veut bien, elle accepte, mais ça c'est son acception et c'est son tropisme, de dire que ça doit être dans le décret soumis au Conseil d'État avec AIPD. Mais pour nous, aujourd'hui, législateurs, ça ressort de l'article 34 de la Constitution. C'est qu'on devrait pouvoir le prévoir dans le corps du texte de loi, que le décret ensuite dise c'est floutage ou c'est suppression. À titre personnel, je préférerais la suppression, parce que le floutage est toujours réversible. La suppression, elle a le mérite de minimiser complètement le sujet, et donc ça répond complètement au RGPD. Ce que vous dites Madame la rapporteure, c'est qu'il n'y aura pas d'exploitation. Mais c'est bien ça le problème. C'est que les photos sont des données personnelles, et sont des données personnelles sensibles. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a tendance à le dire. Il l'a déjà dit pour les radars, et il a eu plusieurs QPC sur le sujet, les radars qui font les amendes de vitesse, en expliquant qu'il fallait les supprimer dès que la procédure était terminée et dès qu'on avait un paiement d'amende, une constatation de l'infraction avec un envoi d'amende. Il faut absolument qu'on puisse respecter ça. Et c'est même si c'est une expérimentation, nous devons le faire, article 34 de la Constitution, et pas simplement le renvoyer à un décret en Conseil d'État qui sera assez facilement demandé par les douanes comme étant à 4 mois dès le départ, plutôt qu'à 2 mois, éventuellement expérimentable jusqu'à 4. Monsieur Leman. Bon, je vais vous prendre un exemple très concret pour que tout le monde puisse comprendre le problème qui est posé en matière de vie privée. Vous êtes douanier et vous utilisez le dispositif LAPI qui filme des véhicules. Et il se trouve qu'à un moment donné, vous voyez dans ce véhicule votre compagne ou votre compagnon en présence d'une autre compagne ou d'un autre compagnon et en train de l'embrasser. Ah, vous avez l'exemple typique. Mais non, mais je vous prends un exemple concret. Je suis désolé. Si jamais on ne vous prend pas des exemples concrets, vous ne comprenez pas. En quoi ça peut être une atteinte à la vie privée? En l'occurrence, je suis en train de vous en prendre un. Mais vous êtes douanier, vous êtes un agent du service public qui, à un moment donné ou à un autre, est en train d'utiliser le dispositif LAPI et constate que la personne avec qui il partage sa vie est en l'occurrence en train d'embrasser quelqu'un d'autre dans un véhicule dont normalement on était censé n'avoir que la plaque, et vous avez immédiatement la raison pour laquelle, sans doute, il faudrait que soit flouté l'image, parce que sinon, eh bien, c'est une atteinte à la vie privée, en l'occurrence de votre compagnon ou de votre compagnonne. Même si certains sont des gros réacs et ne supportent pas cette idée-là, je préfère prendre un exemple très concret pour vous montrer pourquoi, peut-être, eh bien, chacun d'entre nous, y compris même s'il n'est pas un criminel et qu'il n'a pas de drogue dans son véhicule, mais que par contre il est peut-être un peu volage, eh bien souhaiterait que sa propre image soit préservée du fait que des douaniers, des douanières ou des agents du service public qui d'une manière ou d'une autre seraient en train de devoir regarder ces images LAPI avec des visages non floutés, se rendent compte du fait qu'il y a un petit problème. Voilà, j'essaye de vous prendre des trucs concrets pour que vous compreniez que la vie privée, c'est garanti dans la Constitution et que c'est pas pour rien. Merci. Que c'est garanti dans la Constitution. Merci. Alors, attendez. Oui, exactement. D'abord, on ne dit pas compagnon, on dit compagne. Je pense que la langue, même en écriture inclusive, la langue française est assez riche. Madame la rapporteure, compagnonne. Alors, je voudrais, sur le premier point, cher collègue Latombe, c'est dans la loi, hein, puisque l'alinéa 5 et l'alinéa 15, c'est indiqué. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être encore plus précis, mais en tout cas, c'est bien indiqué. Sur, effectivement, le considérant 14 de la CNIL, on voit bien que c'est indiqué, hein, c'est ce que vous avez dit, ne seront exploités dans le cadre de l'expérimentation, devraient être supprimés ou flouté. Donc même la CNIL à ce stade n'a pas tranché, donc c'est pour ça que l'expérimentation est faite. Et effectivement, dès que possible, conformément au principe de minimisation des données. Ensuite, je ne suis pas en capacité, pour des raisons techniques, de vous montrer les photos telles qu'elles sont prises par les LAPI,
mais en tout cas, je les tiens à votre disposition si vous voulez matériellement, concrètement voir ce qu'il en ressort. Et de ce que j'en ai vu, effectivement, il est de toute façon totalement impossible d'identifier les personnes. Et je terminerai en disant que le décret, s'il ne respectait pas effectivement toutes les conditions fixées, se verrait cassé, en tout cas attaqué et cassé si une reconnaissance était possible, puisque la loi telle que nous espérons la voter empêchera l'exploitation des photographies. Et donc nous allons voter sur cet amendement 58. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Le 144 est un rédactionnel de la rapporteure. Qui vote pour? Contre? Adopté. Le 42... Madame Brigol, je vous dis que vous n'avez pas la parole parce qu'il y avait déjà eu 2 orateurs sur l'amendement précédent. Le 42 n'est pas défendu. C'est un rédactionnel, il a été voté. Le 29, Madame Leroux. Merci, Président. Si l'on en croit le British Level Index de Gemalto, 5,6 millions de données personnelles sont piratées ou perdues chaque année, soit 65 par seconde. Dans ce contexte particulièrement préoccupant, il ne semble pas raisonnable que l'État puisse déléguer la gestion du traitement des données collectées au titre de l'article L233-1 du Code de la sécurité intérieure à un tiers. Dans un cadre plus général, il apparaît d'ailleurs que pour les domaines aussi sensibles que celui évoqué présentement, l'État puisse faire appel à un tiers acteur. Les personnels liés à l'État ont le devoir d'agir à son service. L'intérêt d'un fonctionnaire à faire commerce ou à transmettre de telles données est moins évident que pour un acteur tiers prestataire. Il serait vertueux que l'État ne s'emploie pas à externaliser les tâches qui sont dans son premier ressort. C'est le sens de cet amendement. Je vous remercie. Monsieur Houssin, le 100. Oui, c'est en quelque sorte un amendement de repli de celui de Madame Leroux. Il s'agit que si on confie le traitement des données à un tiers, ce tiers qui développe cette solution, soit une entreprise qui répond à l'ensemble des règles de l'article 19.6 du référentiel d'exigence des prestataires de services informatiques en nuage, dit SecNum Cloud. Donc en fait, c'est un amendement qui est inspiré de l'amendement de transpartisan qui a été adopté par l'Assemblée dans le cadre du projet de loi relatif aux Jeux Olympiques, dont vous devez vous souvenir. Et il s'agit en fait que ces données qui sont quand même importantes ne risquent pas d'être volées ou d'être utilisées par des tiers, y compris qu'elles ne puissent pas être potentiellement utilisées par d'autres États et de garder en fait une certaine souveraineté sur ces données. Madame la rapporteure. Alors, en fait, d'ores et déjà, l'article 11, il prévoit un recours très limité à la sous-traitance. Parce qu'en fait, l'alinéa 8, si vous reprenez le texte, il précise bien que c'est l'État qui assurera la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel recueillies. Et alors, sur la conception, soit il l'assurera lui-même, soit il la confiera à un tiers, mais c'est uniquement sur la conception du traitement. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, comme la CNIL, d'ailleurs, ont relevé que la sous-traitance était bien limitée à la seule conception des outils de traitement. Et ils en ont d'ailleurs déduit que c'était une garantie de proportionnalité du dispositif. Et sur l'amendement 100, en fait, il ne paraît pas souhaitable d'inscrire des référentiels réglementaires dans le dispositif du texte de loi. C'est pour ces raisons-là, en fait, que je serais défavorable à ces 2 amendements. Monsieur Latourme. Oui, merci Monsieur le Président. En fait, l'amendement 100 vise simplement à s'assurer qu'il n'y a pas de règles extraterritoriales autres que les règles européennes qui puissent s'imposer sur ces traitements. C'est sur la conception, certes, mais c'est la conception de traitement. Or, aujourd'hui, on sait que beaucoup des opérateurs qui sont techniques, qui font la conception justement de ces traitements, sont d'origine étrangère, majoritairement américains, pour une partie israélien. Et on voit bien, et ce n'est pas la peine d'aller chercher très loin, il suffit de regarder ce qui s'est passé avec Tesla et le scandale de Tesla il y a quelques semaines, où l'ensemble des images qui a été prises par les caméras des Tesla étaient rapatriées sur le site des États-Unis et exploitées plutôt à des fins récréatives du personnel de Tesla pour s'amuser un peu, mais il n'empêche que ces données, qui sont des données personnelles, ne devraient pas quitter le territoire européen. Et le fait de l'imposer et d'imposer le 19.6 du référentiel SecNum Cloud, c'est pas un problème en tant que tel. C'est réglementaire, certes, mais on le fait régulièrement en renvoyant ça vers des décrets. Là, on le renvoie vers un référentiel qui a été élaboré par l'ANSSI, ANSSI qu'on a porté au nu et avec raison lors de la LPM et lors du texte JO. Donc on peut avancer sur ce sujet-là. Et donc, je mets au voie l'amendement d'abord, le 29 de Mme Leroux qui vote pour, contre, rejeté, le 100 pour,
Contre. Rejeté. Le 145 rédactionnel de la rapporteure qui vote pour. Contre. Adopté. Le 43 n'est pas défendu. Le 56. Monsieur Oui, Levent. alors le 56 vise à remplacer la phrase suivante. On nous dit qu'il y a un décret qui est pris en Conseil d'État pour... Après avis motivé de la Commission nationale, le décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Et on nous dit ensuite à l'alinéa 17, ce décret n'est pas publié. Alors nous, on est plutôt pour mettre ce décret est publié, et pour dire qu'en plus, l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et liberté est rendu public. L'idée est la suivante, c'est que nous, on veut qu'il y ait non seulement l'avis de la CNIL qui soit public, mais l'avis de la CNIL, il est fait sur la base du décret en Conseil d'État, qui du coup est envoyé à la CNIL, mais qui reste privé. On est d'accord ? Nous, on veut que les citoyennes et les citoyens puissent avoir accès au décret du Conseil d'État pour pouvoir tout simplement se faire leur propre opinion indépendamment de la CNIL. C'est une question de transparence qui, sur cette question qui touche, comme l'a très bien dit Monsieur Latombe, avec qui généralement j'ai beaucoup de points de désaccord, mais avec qui là, en l'occurrence, je suis d'accord, eh bien, sur cette question qui tient à la vie privée, on est pour qu'il y ait un maximum de transparence, et y compris du coup dans l'avis du Conseil d'État qui est concerné par cet article. Madame la rapporteure sur cet amendement. Oui, alors la loi informatique et liberté, elle prévoit bien que les actes réglementaires concernant certains, je dis bien, traitements de données sensibles ne sont pas publiés. En fait, en l'espèce, vous pouvez l'imaginer, même si vous souhaitez la transparence, que la publication du décret ne paraît pas opportune. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle permettrait aux citoyens, mais pas qu'aux citoyens, finalement, de connaître des informations qui viendraient fragiliser l'expérimentation. Par exemple, des trafiquants. Par exemple, les axes d'installation des dispositifs. Par exemple, leurs modalités de fonctionnement. Et d'ailleurs, ça a été, vous l'avez souligné, vous avez rencontré des douaniers également. Ils ne souhaitent pas qu'il y ait une publication qui soit faite. Par contre, ce qui a été précisé au Sénat, c'est que bien que le décret ne serait pas publié, le sens de l'avis de la CNIL, lui, serait bel et bien communiqué. Donc je ne souhaite pas revenir sur cette évolution, et c'est pour ça que ce serait un avis défavorable. Monsieur Léaumont. Oui, c'est dommage parce que sur celui-ci, je me disais peut-être qu'on va avoir un avis favorable. Parce que, allons jusqu'au bout. Prenons par exemple les radars, sur les radars de vitesse. Les radars de vitesse, on nous dit, ils ne sont pas là pour constater des infractions et pour faire gagner plein d'argent à l'État. Ils sont là pour dissuader du fait de faire des excès de vitesse. Si l'avis donné en Conseil d'État était public, on pourrait donc estimer, vous nous avez dit tout à l'heure, on connaîtrait les axes où sont installés les dispositifs LAPI. Donc, en théorie, les gens qui commettent des actes illégaux éviteraient ces axes, et donc on pourrait se concentrer avec les douaniers sur les autres axes. Et ben voilà, parce que en conséquence, soit le dispositif LAPI est efficace, et donc on constatera qu'il y a une infraction qui est commise, et donc finalement, que ce soit public, que ce soit pas public, les gens qui utilisent ces axes et qui passeront sous le dispositif LAPI, on les attrapera parce qu'on constatera qu'ils ont commis une infraction. Soit, ils ne passeront pas par ces axes-là, mais donc nous, comme on estimera que le dispositif LAPI est efficace, on pourra utiliser les douaniers à d'autres endroits, et du coup, vous aurez à ce moment-là une complémentarité entre l'outil technique et l'être humain qui sera positive pour le travail des douaniers. Donc voilà, c'est à la fois une question de transparence, d'efficacité, et je pensais qu'on aurait un avis favorable sur celui-ci, même si je m'attendais à l'argument qui nous est opposé. Si Monsieur Latombe, et puis on votera. Oui, notre lune de miel, Monsieur Léaumont, va s'arrêter là. Bah oui, faut. L'efficacité fait qu'on ne peut pas donner le détail du traitement, parce que justement, ça serait donner l'ensemble des recettes à ceux qui veulent aujourd'hui ne pas être appréhendés, que de lire le décret. Donc il est normal, et c'est prévu par les textes, qu'un certain nombre de décrets soient pris après avis de la CNIL, qui lui donne le sens favorable, défavorable, ou favorable avec réserve, défavorable avec tel ou tel type de réserve, mais que ça soit pas public et que le décret ne soit pas publié. C'est absolument nécessaire. Si on a une publicité du décret,
Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le dispositif ne sert à rien, que les douanes ne pourront pas l'utiliser. Or, elles en ont besoin pour préparer des interventions qui sont relativement complexes, qui sont celles de l'interception des go-fast, qui se préparent à l'avance et pour lesquelles il faut absolument avoir des fréquences, un certain nombre de choses. Et donc, si on commence à le mettre dans le décret et publier le décret, à ce moment-là, on n'a plus d'efficacité, il n'y a plus d'interception. Donc, il est retiré. Je mets donc au voie l'article 11. Qui vote pour l'article 11? Contre? Il est adopté. Le 11 bis, amendement de suppression, le 75, Madame Regol. Merci Monsieur le Président. C'est un amendement de suppression de l'article 11 bis, donc ajouté par le Sénat, qui n'est pas du tout dans l'esprit de ce qu'était le texte à la base, parce que je ne suis pas très sûre de la rédaction. Il y a assez peu... c'est assez peu bordé en l'état. On parle d'échange de données avec 2-3 cadres juridiques, mais qui ne vont pas très loin. On est quand même dans le cadre d'une loi d'urgence pour répondre à l'inconstitutionnalité constatée de la loi précédente. Ce serait dommage, de nouveau, c'est pour ça qu'on essaye d'être un peu précis, en tout cas de poser maximum de questions, qu'on retombe dans la même chose. Et puis, pour ce qui est des données, on tombe assez facilement sur les données sensibles. Là, par exemple, vous venez de parler à plusieurs reprises des cas des images qui pouvaient être captées sous divers angles. Pendant ce temps, le Sénat, il y a quelques heures, a voté une loi autorisant la reconnaissance biométrique, incluant la reconnaissance faciale, ce qui était jusqu'à présent totalement interdit par tous les textes que nous avons votés ici. Donc vous comprenez évidemment que l'échange de données dans un contexte législatif qui évolue aussi rapidement et aussi mal, malgré les promesses données, je dis malgré les promesses données, parce que l'avis du gouvernement n'a pas été contre cette proposition de loi, mais a été un avis de sagesse pour cette proposition de loi. Donc vous comprenez que ce soit un peu compliqué de considérer qu'on peut ainsi, et sans garde-fou, échanger des données sensibles ou capter des données sensibles. On doit, à minima, s'assurer du respect des droits et libertés de nos concitoyennes et concitoyens. Monsieur Le Mans, le 60. Monsieur Cabrat. Nous sommes d'accord avec cet amendement de suppression car en fait, ce que nos collègues du Sénat, de la droite sénatoriale, de manière plus précise, ce qu'ils ont voulu essayer de contraindre, c'est la gestion des flux de l'immigration. Quelques petits messages quand même sur la réalité de ces flux, cette submersion migratoire, immigration incontrôlée, immigration de masse, décadence de la France, que nos ASEN, nos collègues du RN ou bien de chez LR, en 2020, 370 000 personnes étaient bénéficiaires de l'AME, soit 0,52% de la population. Le ministre Darmanin, sur les chiffres de l'année 2022, nous dit qu'il y a entre 600 000 et 800 000 personnes étrangères de manière irrégulière sur notre territoire, selon d'ailleurs les chiffres du préfet l'allemand, ce qui représente entre 0,89 à 1,19% de la population. On est très très loin du flux et de la crise migratoire que nous opposent la droite et l'extrême droite, se fusionnant de manière assez malencontreuse dans ces éléments. Donc nous opposons à la création d'un système de transmission d'informations entre les agents des douanes et des services de police et gendarmerie chargés de la PAF dans le cadre de leur mission de contrôle de personnes aux frontières. Les missions de service public des douanes doivent être resserrées autour de la lutte contre les trafics et la criminalité organisée. L'accompagnement personnalisé des entreprises évoluant à l'international et le contrôle des marchandises à l'import et à l'export. Nous dénonçons que par cet article, issu d'un amendement de la droite sénatoriale, l'accent soit mis sur la lutte contre les personnes migrantes, renvoyant à cette idée xénophobe d'une submersion. Ce projet de loi douane n'a pas vocation à servir de tract ALR ou ARN dans sa course à l'échalote avec la Macronie sur la thématique de l'immigration. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement? Alors, donc cet article complète le code des douanes afin d'y insérer une nouvelle disposition qui prévoit les modalités, vous l'avez indiqué, d'échange entre les douanes et les agents de la police aux frontières en matière de surveillance des frontières. Et donc cet article, il vient permettre aux agents des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie,
chargés de missions de police aux frontières, donc c'est vraiment dans le cadre de leur mission, de se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières. Alors pourquoi est-ce que cette disposition elle a été mise en œuvre? Parce qu'aujourd'hui, l'article 59 bis du Code des douanes, il pose pour principe que les agents des douanes ils sont soumis au secret professionnel. Sous réserve de certaines dispositions dérogatoires qui existent déjà, il y a des principes et des dérogations, mais pas dans le cadre de la... Et si, monsieur Léaumont, dans le cadre de la surveillance des frontières. Or, comme me l'a expliqué la DGDDI, cette absence de dérogation a déjà soulevé des difficultés sur le plan opérationnel. Donc, il ne paraît pas opportun de revenir sur cette modification et donc ce sera un avis défavorable. Madame Martin, puis Monsieur Houssin. Non, mais Monsieur Guiton, pardon. Il y a deux choses là qu'on veut soulever. D'abord, le rôle de chacun. Or, les agents des douanes ont suffisamment de travail à faire, y compris dans ce qui relève de la lutte contre le trafic d'êtres humains et d'autres types de missions qui, elles, sont liées au contrôle et à la sécurité ou la sécurisation, je ne sais comment dire, des frontières. Pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus? Outre le fait que chacun son métier. Parce que la crainte que l'on a, au vu des priorités politiques qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'au fond, la force de travail que représentent les douanes, dans la lutte contre l'ensemble des trafics, armes, stupes, êtres humains en particulier, finalement, aille vers la police aux frontières. Autre chose aussi, c'est qu'au travers de cet amendement que nous posons, nous voulons interroger, comme la question de la prohibition du stup, nous voulons interroger les politiques qu'on retrouve bien dans Frontex, par exemple, très sécuritaires, voire militarisées, de la protection des frontières et de la prise en compte de la migration. Donc il y a à la fois une question de fond sur le rôle de chacun, sur les moyens déjà manquants pour les services des douanes, et le fait d'interroger, par exemple, ce qui se passe à Frontex. Et pendant l'OPMI, la dernière nuit, et dans la dernière ligne droite, rappelez-vous le refus de la part du gouvernement de parler de Frontex, non seulement dans son intention, mais aussi dans la corruption qui s'était révélée à ce moment-là et qui caractérise Frontex. Donc ce débat-là, il faudra bien qu'on l'ait. Monsieur Guiton. Merci, Monsieur le Président. Mais pour réagir sur cet amendement de bon sens qui a été rajouté par le Sénat sur ce texte, finalement, qu'est-ce qu'il propose cet article 11 bis? Il propose tout simplement que des agents des douanes, qui ne sont ni policiers ni gendarmes, puissent transmettre les informations qu'ils recueillent, notamment à la PAF, à la police aux frontières. Bon, il n'y a rien de choquant dans cet article 11 bis, d'autant plus que si par hasard un individu sous le coup d'une OQTF, par exemple, qui ne serait pas exécuté, transporte de la marchandise illégale et saisi par les douanes, il est logique que l'information soit transmise à la police aux frontières pour que cet individu, par exemple, soit exclu. Si, encore une fois, on a un individu en situation irrégulière sur le territoire français qui transporte et qui est chopé à la frontière en train de transporter des matières illicites, il est logique qu'on transmette les informations entre les services de police et qu'à la fin, on exclue cet individu. C'est tout simplement une intelligence entre toutes les polices. Et d'ailleurs, cet article 11 bis, il est très républicain, parce que vous nous faites toujours des leçons de républicanisme, mais la République, c'est appliquer les lois d'un territoire, c'est appliquer les lois d'un pays. Et là, on veut juste appliquer les lois. Et si jamais les agents des douanes constatent des infractions qui vont au-delà de leur capacité de simple contrôle des marchandises, alors il faut qu'ils transmettent les informations aux services de police et de gendarmerie. Tout simplement. Donc, transmettre les informations entre les services de police et les douanes, c'est tout simplement un article de bon sens que nous soutenons. Donc, nous nous opposerons à tout article de suppression sur cet article 11 bis. Bien. Donc, je mets aux voix l'amendement de suppression. Qui vote pour? Contre? Rejeté. Je mets aux voix l'article 11 bis. Qui vote pour? Contre? Adopté. Le 11 ter. Madame Regol. Merci, Monsieur le Président. On est encore sur un ajout du Sénat. Donc, j'ai un désaccord avec vous, Madame la rapporteure, quand vous dites que ça va dans le même sens. Non, ce qui a été ajouté par le Sénat transforme quand même
pas mal la donne. Donc on est sur la création d'agents de douane judiciaire sur le modèle des agents de police judiciaire, des officiers de police judiciaire. On en a parlé tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'après-midi. Ça pourrait être une idée si c'était bordé, si on avait à minima une étude d'impact sur quels seraient les effets globalement dans notre gestion et des douanes et de la sécurité. Mais là, rien n'est là et pour cause, c'est un amendement ajouté à la va-vite, j'ai envie de dire, par la droite du Sénat. Raison pour laquelle, pas parce que c'est la droite, mais parce que c'est ajouté à la va-vite, nous vous proposons de le supprimer. Si on doit avoir effectivement une transformation du champ d'action, de la capacité d'action des agents des douanes, transformation qu'ils ne demandent pas, quels que soient les syndicats, je pense qu'on est assez nombreux ici à les avoir rencontrés pour savoir que ça ne fait pas partie de leur grande demande. Eh bien peut-être peut-on prendre le temps d'enrichir plus tard cette loi dans des conditions correctes et pas à chaque fois travailler à la va-vite parce qu'il y a eu une condamnation qui nous est tombée sur le coin de la figure, qui est tombée à certains sur le coin de la figure. Donc Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement de suppression? Oui, merci Monsieur le Président. Je suis défavorable à cet amendement de suppression parce que effectivement cette nouvelle catégorie d'agents elle est calquée sur un dispositif qui existe déjà, qui a déjà été éprouvé et qui permet en fait concrètement aux services d'enquête douaniers de gagner en efficacité et en rapidité. Je vous remercie. Madame Martin. À quel dispositif exactement là vous pensez? Parce que j'ai une petite idée. Donc, si vous avez une idée, ce qui a été créé par l'OPMI dans les assistants. Pardon, mais c'est moi qui organise les débats, c'est pas un dialogue. Donc, Madame Martin, avez raison, donc j'attends une réponse. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Ce sont les agents de police judiciaire. Bien, donc je mets aux voix maintenant l'amendement qui vote pour, contre, il est rejeté. Amendement rédactionnel de Madame la rapporteure qui vote pour, contre, adopté. Le 114 n'est pas défendu. Le 11 ter qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Sur l'article 11 quater, un amendement de suppression, Monsieur Léaumont, le 61. Madame Martin, le 61. Positionne donc au bon endroit. Donc là, il s'agit d'avoir recours aux drones aux frontières pour en assurer la protection et le non-franchissement. Bon, outre le fait que de toute façon, toutes ces solutions technologiques ne sont pas très efficaces, ça fait partie d'abord des dérives que nous, on avait pu pointer au moment de l'OPMI et bien évidemment au moment des Jeux Olympiques. Enfin, la loi n'avait rien à voir avec les Jeux Olympiques, chacun l'a bien compris. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est cette espèce de foi, j'emploie ce terme d'une manière volontaire, en des technologies, en des outils technologiques. Et le troisième élément, c'est que, encore une fois, nous devons faire le bilan de ce que donne cette forme de militarisation hyper sécuritaire de protection des frontières. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Même si on reste dans une distance froide à l'égard de ce que cela recoupe comme phénomène, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Donc on a une question de respect des libertés publiques, de respect des données sensibles que représentent les personnes elles-mêmes et un problème d'efficacité. Bon. Le 73, Madame Rogol. Merci Monsieur le Président. Bon, on est encore sur un article ajouté par le Sénat, encore dans la même logique. On a déjà voté pas mal de choses sur le recours aux images de vidéosurveillance, que ce soit par aéronef, drone ou fixe. Je vous le rappelais tout à l'heure, ce qu'on avait voté ici, qui avait été sanctifié en CMP, qui a été bien encadré par le Conseil constitutionnel, qui a rappelé aux législateurs qu'il ne fallait pas dépasser certaines limites, vient d'être dépassé au Sénat. Donc vous comprenez qu'on soit un petit peu tatillon sur la question. Donc il y a déjà beaucoup d'outils à disposition de la police, de la gendarmerie concernant la surveillance, surveillance à distance, surveillance par image, quelles que soient les catégories d'infractions.
vous venez de voter un article qui permet de partager toutes les données entre douane et police. Donc on se demande pourquoi ce 11 ter redondant qui ressemble plus à un cadeau fait à des gens qui ont besoin d'avoir ces mots, d'avoir ça inscrit, cette orientation inscrite, qu'à quelque chose d'utile. Et il me semble que même le ministre de la Justice rappelle qu'il faut simplifier les codes plutôt que les alourdir. Le 98 et le 116 ne sont pas défendus. Madame la rapporteure, votre avis sur ces amendements? Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est une disposition qui est utile, parce que notamment, ça permet de pouvoir visualiser des opérations de contournement et de voir s'il y a des manœuvres d'évitement de contrôle douanier. 2, c'est particulièrement encadré par le législateur. Je ne reviendrai pas sur les lois globales sécurité, responsabilité pénale et sécurité intérieure de 2021 et 2022. Et le dernier point, c'est que en fait, la PAF, tout comme les douanes, sont considérées, je le rappelle, je l'ai déjà dit, comme des gardes-frontières au sens de l'Union européenne. Et donc, parmi leurs missions, ils ont la surveillance de ces frontières. Donc pour des raisons d'efficacité, parce que l'élargissement proposé par l'article me paraît proportionné et cohérent avec les missions des douanes, je suis contre les amendements de suppression. Et je vous indique par ailleurs que 1454 douaniers actuellement sont en poste à des points de passage frontaliers. Alors, Monsieur Houssin, puis Monsieur Cabrat, et enfin Madame Regol. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je suis surpris de ces amendements de suppression, même venant de la part de l'extrême gauche, parce qu'il n'y a aucune distinction, on supprime l'article dans son ensemble. Donc ça veut dire que vous supprimez l'utilisation potentielle des drones pour lutter contre le trafic de tabac, alors que sa non-utilisation est plutôt une exception. Or, le trafic de tabac, il est à un niveau historiquement haut. En termes d'argent, c'est énormément de pertes, et ces pertes de recettes, c'est avant tout des pertes de recettes pour l'État, parce que les ventes de tabac, c'est avant tout des taxes, et c'est finalement de l'argent public qui nous est volé au profit de politiques publiques. Et puis, sur la question de l'immigration, ça veut dire que vous ne partagez même pas les objectifs de lutte contre une immigration illégale, et vous semblez être opposé à tout principe même d'utilisation de drones dans la lutte contre l'immigration. Cependant, malheureusement, les politiques pro-migratoires qui sont menées dans nos pays aujourd'hui incitent malheureusement des personnes parfois à risquer leur vie pour franchir nos frontières, que ce soit parfois par le biais des mers ou par le biais des montagnes, et parfois le fait d'avoir des drones peut aussi les aider et les sauver. Alors, Monsieur Cabrat. Oui, on vit quand même dans la dystopie la moins fun qu'on aurait pu imaginer. On aurait pu imaginer l'usage des drones pour trouver toutes ces personnes qui fuient la guerre et qui traversent les montagnes, et pour pouvoir les aider. On aurait pu aimer avoir des drones pour retrouver ces personnes qui meurent dans notre Méditerranée. Le trafic de tabac, le trafic de drogue ne sera pas repérable par des drones et seulement par des drones. Et ce que nous demandons depuis le début et ce que nous dénonçons depuis le début, c'est le manque de moyens humains. La meilleure solution, vous avez parlé de 1800 personnes, 1800 de nos agents douaniers aux frontières, mais il faudrait bien plus, comme on a pris l'exemple de l'Allemagne tout à l'heure, il faudrait bien plus, pas que pour arrêter les réseaux, mais aussi pour pouvoir accompagner les personnes. Donc nous ne pouvons que soutenir l'intégralité de ces amendements de suppression. Et enfin, Madame Regol. Merci, Monsieur le Président. Je voulais réagir pour intervenir sur votre expression. Madame la rapporteure, vous dites que c'est bien encadré. Mais donc je me dis que je me suis mal exprimée. Vous dites que c'est bien encadré parce qu'il y a un cadre de loi, l'OPNI, loi JO, qui permet d'encadrer le périmètre d'usage de ces drones, de ces images. Je viens de vous dire qu'il y a quelques heures, tout l'inverse de ce qu'on avait voté, décidé, débattu ici, a été voté au Sénat, avec l'accord du gouvernement, avec l'accord du même ministre qui a présidé aux lois qui sont censées encadrer l'usage des drones que vous nous donnez ici. Vous comprenez bien que c'est compliqué à entendre quand, en fait, vous reprenez d'une main, enfin pas vous en tant que personne, mais le gouvernement reprend d'une main ce qu'il n'a pas donné de l'autre, de dire c'est bien encadré. Ce n'est plus encadré, en tout cas pour le moment c'est en suspens, puisque cette loi portée par les Républicains et les centristes fait voler en état potentiellement et très certainement
tout le cadre légal qu'il y a autour de l'usage de ces images. Ça met même en suspens toutes les décisions européennes sur le droit sur le droit aux images. Enfin, je suis désolée, je suis très énervée, mais vous ne pouvez pas nous répondre ça. Ça, c'est une réponse qui date peut-être d'il y a 24 heures, mais aujourd'hui, elle n'est plus valable. Je mets aux voix l'amendement de suppression. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Le 11 quater qui vote pour. L'article 11 quater qui vote pour. Qui vote contre? Il est adopté. Il me reste après cet article à vous soumettre au vote l'ensemble des dispositions dont nous étions saisis et que nous avions modifiées. Qui vote pour? Qui vote contre? Eh bien, ces mesures sont adoptées. Elles feront l'objet de débat en commission des finances demain. Merci à vous. Nous n'avons quant à nous pas de commission des lois demain matin. Je précise. En revanche, on se retrouve demain après-midi pour l'audition du ministre de la Justice et du Garde des Sceaux sur les dispositions des lois justice. Et on me glisse à l'oreille pour que personne ne soit surpris que c'est en salle Lamartine pour demain.